Bonsoir, je me présente, Valérie Lemarquand, attachée de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France à Stockholm. Je suis chargée des relations entre la France et la Suède pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir pour le premier remue-ménage de 2021 organisé par l'Institut français de Suède. Nous sommes très heureux de vous offrir la possibilité de partager un moment de discussion en français sur une thématique du partenariat franco-suédois pour l'innovation et les solutions vertes. Entre durabilité et connectivité, nous parlerons ce soir de la mode du futur. Est-ce un enjeu scientifique, technologique, sociétal? Nous avons la soirée pour y répondre, mais je souhaiterais vous proposer quelques chiffres à mettre en perspective. 100 milliards de vêtements sont vendus par an dans le monde, soit 60% de plus qu'il y a 15 ans. On parle maintenant de mode dite rapide ou jetable, communément appelée fast fashion. L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie pétrolière. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont émises chaque année par le secteur du textile, soit 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. De notre côté, on considère qu'un jean parcourt en moyenne 65 000 km depuis le champ de coton au magasin de vente, soit 1,5 fois le tour de la planète. Et en Europe, 4 milliards de tonnes de déchets vestimentaires sont jetés chaque année. Les effets sont désastreux au niveau environnemental, bien sûr, mais aussi au niveau sociétal, car les 40 millions de travailleurs du textile peuvent travailler entre 10 à 15 heures par jour et vivre dans les usines mêmes. Nous allons voir ce soir, à travers quelques exemples et témoignages, comment la recherche, les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat, grâce à de nouveaux matériaux, à de nouveaux concepts de production, de distribution et de consommation, peuvent permettre de réduire l'impact de cette industrie sur la planète. Pour nous accompagner dans notre réflexion et dans nos discussions, nous sommes heureux d'accueillir des personnes engagées qui travaillent sur le sujet sous des angles différents. Sarah Eriksson, Strategy Lead pour la H&M Foundation, nous présentera la fondation H&M et ses objectifs, ainsi que le prix Innovation Challenge Global Change. Juliette Bertoneau, designer textile à Paris, est une ancienne élève de la Swedish School of Textiles à l'université de Borås, où elle a réalisé un master en Fine Arts in Textile Design and Fashion. Elle nous parlera des recherches qui y sont menées et sera ainsi la porte-parole de Delia Dumitrescu et de Clemens Tornquist, professeurs à l'école suédoise des textiles à l'université de Borås. Leurs recherches se concentrent sur le développement de nouvelles méthodes de conception des textiles et comme ils ne parlent pas français, ils interviendront éventuellement en anglais pour répondre à vos questions et seront aussi traduits. Lisa Gauthier, CEO de la startup Hack Your Closet, nous en dira plus sur cette initiative qui a pour objectif de réduire l'impact de la production des vêtements en multipliant leur utilisation. Lors des inscriptions, nous vous avons donné la possibilité de prendre la parole pour présenter vos projets. À ce titre, Maria Haggard, des relations internationales et communications à Wetenskap och Allmänhet, nous parlera de All Things Bio Pro, un jeu éducatif en ligne sur la bioéconomie et plus spécifiquement de la partie du jeu consacrée à la mode et au textile durable. Pour rappel sur le concept, les remue-ménages sont des groupes de discussion en français. N'hésitez pas à nous signaler si vous souhaitez présenter votre projet. Il est encore temps de vous manifester pour ce soir. En outre, pour poser des questions, merci d'utiliser l'espace des questions et réponses de l'outil Zoom. Je relayerai donc vos questions auprès de tous les panélistes. Mais nous avons hâte d'en apprendre plus sur tous les projets et je donne donc sans plus tarder la parole à Sarah Eriksson. Sarah, vous avez la parole. Merci Valérie. Je vais juste aussi lancer ma présentation.
en espérant que la technique veut bien marcher. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Bon, je prends ça comme un oui. Super. Donc voilà, donc moi je m'appelle Sarah Erickson. Je travaille comme strategy lead pour la partie planète de la fondation H&M. J'ai vécu pas mal de temps à Paris. Je vis avec un Français, donc c'est pour ça que je parle français. Et ça me fait beaucoup de plaisir d'être là avec vous ce soir, évidemment. Mais c'est aussi la première fois que je parle de ce sujet en français. Donc, je vous demander aussi de m'excuser s'il y a des petites erreurs qui vont s'y glisser ou si ça va passer un peu en franglais quand il faut. Mais je vais faire mon mieux. Et je vais vous proposer de commencer par un petit film. C'est pas du tout de science-fiction, c'est juste de la science tout court. Donc voilà, rien de bien nouveau, mais comme il y a plein de manières de montrer le changement climatique, moi je trouve que celle-ci, où on peut vraiment trouver un peu sa place sur la carte et suivre les anomalies des températures entre 1900 et 2019, est quand même très explicite. Et c'est donc quoi en fait la connexion avec la mode? Moi je propose qu'on regarde deux facteurs. Donc ici sur la gauche, on peut voir la croissance de la population mondiale. Donc, ces chiffres viennent de l'ONU qui estime une population de 10 milliards d'habitants en 2050, avec une croissance aussi très importante des classes moyennes. Et à droite, quelque chose qui est une augmentation encore plus importante, en fait, c'est la croissance de la consommation. Donc, si on continue sur ce chemin avec le même mode de vie, nous avons besoin de 3 planètes en 2050, en fait, pour pouvoir fournir les ressources naturelles demandées de ce mode de vie. Et je pense que même si on parle d'un contexte ici de 2050, c'est quand même aujourd'hui qu'il faut agir si on veut vraiment impacter les effets pour l'avenir. Donc, l'ONU nous ont communiqué les 17 objectifs de développement durable, les SDG, ou en français, je pense qu'on dit les ODD, mais je ne suis pas sûre, avec 2030 comme deadline. Et donc, il nous reste en fait exactement 8 ans et 307 jours et quelques heures de plus. Donc, il y a vraiment une urgence pour changer ce pronostic. Et en ce qui concerne l'industrie de la mode, nous avons besoin vraiment de beaucoup de créativité, des innovations et aussi des financements pour arriver à une échelle qui peut vraiment interrompre cette industrie de la mode comme on la connaît aujourd'hui. Et donc, la fondation H&M, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un NGO avec le fonds privé de la famille Persson. La famille Persson, c'est les fondateurs et aussi les majoritaires du groupe H&M. Et nous travaillons pour accélérer l'aboutissement des SDG ou ODD, donc pour sauvegarder à la fois l'humanité et la planète. Et c'est bon à savoir que c'est reste deux entités juridiques complètement séparées. Et le groupe H&M, ils avancent aussi évidemment de leur côté tout le long de leur chaîne de valeur pour atteindre leurs objectifs attachés au développement durable. Et la Fondation travaille pour créer des changements positifs, même au-delà de cette chaîne de valeur. Nous soutiendrons des communautés à une échelle globale et on regarde aussi notre industrie au sens large, au-delà du groupe H&M. Et nous sommes une toute petite équipe de 12 personnes. On est divisé en une petite équipe de communication, parce qu'on pense aussi que la communication est un outil déclencheur très important quand on veut pousser au changement. Et à côté de ça, il y a une équipe avec focus sur les questions sociales et une équipe pour les questions planétaires, même si les deux sont évidemment très liés. Et je pense que ce lien, il se voit justement très bien dans les ODD. Et c'est aussi bien que c'est... Enfin, ce qui est bien aussi, je pense que c'est que nous pouvons participer de manière assez diverse pour atteindre ces objectifs.
autant que ce soit par des lois ou des changements de législation. Ça peut être en faisant du business, mais aussi avec l'aide des nouvelles technologies et des innovations. Et quand on parle des innovations, dans la partie planète, pour accélérer donc le progrès vers un futur durable pour la mode, nous avons lancé le Global Change Award en 2015. Et c'est aujourd'hui un des plus gros concours pour les innovations jeunes, c'est-à-dire des innovations qui ne sont pas encore commercialisées. Et ça reste quand même un précurseur dans le milieu de la mode. Et nous invitons des innovateurs de partout dans le monde à participer avec leurs idées. Et après, il y a les 5 innovations les plus prometteurs qui sont élues par un panel d'experts internationaux. Et après, au-delà de l'argent gagné par les équipes, ils nous joignent aussi pour un programme d'accélérateur d'1 an. Et depuis le départ, nous faisons fonctionner ce concours et le programme d'accélérateur en collaboration avec Accenture et aussi KTH, l'Académie royale des technologies ici à Stockholm. Et en fait, depuis le lancement, nous avons reçu plus de 20 000 innovations qui nous ont été soumises à partir de plus que 200 pays différents. Donc, du coup, évidemment, j'ai aussi envie de partager quelques histoires de réussite et de pouvoir un peu, en fait, à quoi ça peut ressembler une innovation quand ça arrive dans le commerce. Donc, un premier exemple, c'est Unspun. Unspun, ils ont gagné le Global Change Award en 2017. Ils sont basés entre San Francisco et Hong Kong. Et eux, ils ont compris vraiment à quel point la technologie pourrait bien changer la manière dont nous travaillons la production dans la mode. Ils ont développé un scan corporel à partir duquel on peut donc créer des avatars. Et en combinaison avec une technologie de tissage sur mesure, ce qui au final réduit à la fois les déchets textiles de la production et les excès de stock chez les marques quand on travaille avec une production sur demande. Et en octobre 2020, ils ont pu lancer un projet avec Weekday ici à Stockholm dans la boutique de Götgatan. Un autre exemple, c'est une équipe italienne qui s'appelle Vegea. Ils ont gagné la même année en fait que Unspun et eux, ils ont réussi à proposer une matière qui est très très proche d'un cuir, mais à base de déchets de la production de vin. Donc, aucun lien du tout avec les vies des animaux. Et depuis leur réussite dans le Global Change Award, ils ont aussi pu continuer à perfectionner leurs produits et ils sont aussi ouverts vers d'autres industries. Ce qui a fait qu'en juillet 2019, il y a Bentley, les fabricants de voitures, qui ont annoncé qu'ils ont choisi VGA pour créer l'intérieur de leur prochaine voiture. Et en 2020, ils ont pu lancer aussi une paire de sandales avec Under the Stories, qui est une marque de groupe H&M et qui ont été mises à la vente auprès des clients. Une autre équipe italienne aussi, qui travaille également à partir des déchets de la chaîne production alimentaire, ont gagné déjà en 2016. C'est une compagnie qui s'appelle Orange Fiber, qui, à partir de la cellulose des déchets d'agrumes, arrive en fait à filer un film qui ressemble pas mal à la soie. Et une année plus tard, donc en 2017, ils ont pu proposer des pièces en vente en collaboration avec la marque italienne Salvatore Ferragamo, excusez-moi. Un dernier exemple, en 2020, il y a H&M Kids qui ont lancé une première collection avec des tissus Texloop. Donc, c'est des tissus basés sur du coton recyclé, mais de très haute qualité, en fait, ce qui rend possible de continuer de recycler les fibres en fin de vie des produits proposés. Et après, en fait, on a dû attendre jusqu'à 2019 pour avoir un premier gagnant français. Et c'est une boîte qui s'appelle Fairbricks. Et en fait, eux, ils travaillent sur un projet qui fait convertir les émissions de dioxyde de carbone en polyester. Et moi, je propose en fait qu'on écoute Benoît Illy, donc un des fondateurs de Fairbricks, quand il explique leur projet. Donc là, je vais demander à Lauriane de reprendre le contrôle de l'écran et de partager un petit vidéo. Levels of carbon dioxide. The global production and consumption of clothes
contributes to the rising levels of carbon dioxide, and our planet can cope. Our idea is to use greenhouse gases as part of the solution, instead of it being part of the problem. Polyester is one of the world's most common materials. Our innovative method traps carbon dioxide and activates and transforms it into sustainable polyester pellets. The final result is a carbon-negative polyester fabrics that looks and feels just like regular polyester. And the more thread we'll make, the better for the planet. It's fashion for the future for sure. Merci, Lauriane. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a donné à la fois une petite idée du travail de la Fondation, mais surtout l'importance de l'innovation et de la collaboration pour vraiment changer notre industrie pour le mieux. Et de notre côté, le prochain lancement du prochain Global Change Award, c'est prévu pour le 25 août. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Sarah, c'était très intéressant. Et maintenant, je vous propose qu'on donne tout de suite la parole à Juliette Bertonneau, qui en fait parle pour 2 autres personnes. À vous Juliette. Bonjour, donc du coup, je suis designer textile. J'ai fait mon master à la Swedish School of Textiles il y a 2 ans maintenant. Donc je vais représenter mes professeurs pour vous présenter un petit peu les recherches qui sont faites actuellement et le fonctionnement de l'école. Alors, je vais maintenant voir ça. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bon ? Donc, il faut savoir que dans cette université, il y a de nombreuses branches du textile qui sont représentées et qu'on a décidé de centrer cette présentation aujourd'hui sur la partie recherche et éducation en design, mode et textile. Les principaux domaines de recherche sont la mode, le design textile et le design d'interaction de textile, le textile interactif. Il y a différents programmes de recherche qui sont explorés, comme par exemple faire progresser les méthodes du domaine du textile par le développement des techniques traditionnelles comme le tissage, le tricot et l'impression. Inclure de nouvelles méthodes, les outils numériques, l'impression 3D, la réalité virtuelle, les processus et les méthodes numériques. Il y a aussi l'exploration des matériaux intelligents, artificiels et biologiques. La conception de produits interdisciplinaires, l'architecture, le vêtement, la durabilité, la matière, les méthodes qui sont centrées sur l'humain, sur la nature, etc. Et il y a aussi le développement de nouvelles méthodes de recherche expérimentale dans le domaine du design qui vont combiner théorie et pratique. Voilà, donc il y a différents laboratoires de recherche en design, 2 domaines principaux qui sont donc la mode et le design textile. Vous pouvez trouver les présentations de différents projets en cours sur le site Body and Space Research Lab pour la mode et Smart Textile Design Lab Blog pour le design textile. Ces projets vont être des programmes de recherche de design en relation au corps et à l'espace et sur les textiles intelligents qui visent à remettre en question la compréhension du design, de la mode, du textile, de la matière par le biais de l'art, de la recherche en design et d'un travail expérimental. Donc, vous pouvez voir ici une liste de différents programmes de recherche et des projets qui ont été subventionnés pour leur questionnement sur la durabilité, comme par exemple Retextile, Innovation Square, Smart Textiles, Arkintext, ETM, DLO, Beyond Textile. Donc tout ça, vous pouvez trouver plus d'informations sur ces sites internet. Pour vous donner un aperçu des locaux et des équipements de l'université, c'est une école qui a pour particularité ces très grands laboratoires de recherche avec des équipements pointus, autant artisanaux qu'industriels. On va avoir des laboratoires scientifiques biologiques, des laboratoires de couture, de confection, de teinture, de maille, de tissage, d'impression, des laboratoires numériques pour l'impression 3D, le scan traduit, la réalité virtuelle, donc vraiment énormément d'outils qui vont permettre le développement de recherches véritablement innovantes. Là, vous avez un aperçu de ces différents laboratoires. Et je vais maintenant vous présenter un panel de différents programmes de recherche qui sont en cours. Donc là, vous avez par exemple le projet Zero Waste Design Thinking de Ollie McKeon,
qui explore des méthodes qui vont permettre d'éliminer les déchets textiles dans la mode par l'utilisation d'un principe de patronage sans chute, dans le but d'améliorer les possibilités de production dans des contextes industriels, avec un mode de pensée spéculatif sur l'industrie et sur la société au sens large. Donc, Oli développe des modèles théoriques qui articulent contraintes, rôles et actions du design dans le cadre des pratiques de grandes entreprises et dans le contexte du système économique mis en place. Alors ici, c'est le projet de Karin Peterson, Reverse Crafting, qui est une recherche qui vise à étudier des méthodes alternatives de fabrication de formes et la conséquence de ces méthodes sur l'esthétique du vêtement. C'est une pratique qui explore des matériaux et des supports nouveaux par le biais d'outils numériques et analogiques, en repensant ce que s'habiller peut être lorsque ça ne s'appuie pas sur les processus dominants actuels de mise en forme et de production. Ici, donc, le projet Fiber Structure and Forming Weaving de Catherine Walters. Donc, c'est une recherche de patronage tissé intelligent qui est développée par des méthodes de mise en forme 3D en tissage. Donc, Catherine explore comment les concepts de systèmes complexes, d'entrelacement de fils et leurs comportements émergents peuvent conduire à de nouvelles esthétiques et techniques dans la conception de textiles intelligents. Par exemple, donc, cette tunique, donc textile, est produite sans déchets. La forme du vêtement est intégrée à la construction du textile au fur et à mesure de son tissage. Et une coupe va séparer certaines couches tissées et sélectionnées, libérant certains fils qui vont se rétracter pour générer une tridimensionnalité du vêtement mise en forme autour d'un moule. Ici, le projet de Rika Thalmann, Changeable Structures. Donc, Rika explore comment les qualités changeantes inévitables des textiles pourraient être intégrées pour créer des matériaux qui se modifient ou évoluent au cours de différentes périodes et à quoi ces changements pourraient ressembler. Donc, Rika va interroger ce qui se passe lorsque des transformations textiles indésirables deviennent des qualités désirables. Un autre projet, donc Remake Design Foundations, de Anna Listrom. Donc, celle-ci explique qu'aujourd'hui, il existe quelques exemples expérimentaux et commerciaux de reconception basés sur diverses formes de réutilisation et de processus de refabrication, mais qu'il y a un manque de méthodes et de concepts pour la reconception en tant que méthodologie et en tant qu'approche générale nécessaire dans les entreprises et dans l'éducation. Donc, Anna propose de nouveaux concepts et outils pour rechercher et établir des connexions esthétiques alternatives qui vont permettre une méthodologie de reconception. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de ces méthodes qui sont appliquées en collaboration avec des marques de prêt-à-porter. Et je vais maintenant présenter quelques recherches qui impliquent des principes de durabilité sociale et d'inclusion. Donc notamment le projet de Vidmina Stasiulit, qui a travaillé avec des personnes malvoyantes du monde entier. Et avec son projet Sonic Fashion, elle a créé une nouvelle façon d'intégrer le son et de remettre en question la façon dont les gens vivent la mode et le design par de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et de nouvelles catégories. Donc, elle a développé une esthétique non visuelle basée sur l'expression sonore et dans laquelle le son est considéré comme un matériau de réflexion sur le design et une façon alternative de définir une silhouette. Et ce projet a ensuite été développé en collaboration avec le Goethe Institut à Paris, qui a mis en relation 4 écoles de mode renommées de France, de Suède, de Belgique et d'Allemagne. Et donc, le projet vise à rendre la mode discernable au-delà des stimuli visuels par l'interaction des perceptions sensorielles. Et c'est un travail réalisé par des étudiants en design, des participants aveugles et malvoyants, ainsi que des experts de différentes disciplines artistiques qui ont été réunis pour développer des concepts de design innovants. Un autre projet ici, Inclusive Garment Constructions, de Louise Lidenroth. Donc, c'est un projet qui va étudier le pantalon en position assise
en explorant différentes perspectives sur les structures et les significations du corps. Et en ouvrant les possibilités de construction et d'expression, la recherche de Louise propose différentes façons de porter les vêtements en fonction des dispositions de ces corps. On a ici le projet Body Acts Queer, Clothing as a Performative Challenge to Heteronormativity de Maya Goon. Donc, une recherche qui va introduire une façon artistique de travailler et d'explorer les fonctions performatives et idéologiques du vêtement en ce qui concerne le genre, le féminisme et le milieu queer. Donc, Maya propose un programme de design de mode expérimental qui va être illustré par une série de différents projets artistiques. Enfin, le projet Virtual Reality and Augmented Reality in Fashion Design Processes de Jeanne TP, donc, qui est une recherche qui va étudier les nouveaux potentiels artistiques et les effets durables de la mode en développant de nouvelles méthodes permettant aux créateurs de mode d'explorer la forme et la matière dans l'espace digital et par des moyens d'expression multisensoriels. Un dernier projet en cours qui va concerner l'université de Boras de façon plus globale. Donc, l'université, le Smart Textiles et le Science Park Boras ont été chargés par le gouvernement d'établir une plateforme de collaboration pour une industrie du textile et de la mode plus durable. Cette plateforme est intitulée Textile and Fashion 2030 et elle encouragera la collaboration entre les acteurs de la chaîne du textile, l'éducation, la recherche et l'innovation. Elle a pour but de soutenir de nouveaux modèles commerciaux durables. Et pour finir, donc quelques exemples supplémentaires de collaboration et d'échange, de recherche, avec notamment des designers et des organismes français. Donc, il y a régulièrement des réunions du réseau Arkintex, dont une qui a été organisée par l'ENSAD en décembre 2019, qui s'appelait Soft Matters, Science, Design, Junction and Frictions. Et des réunions régulières donc de Arkintex ETN, un projet qui est financé par l'Union européenne pour 15 étudiants en doctorat d'environ 6 universités d'Europe pour mener des recherches sur les textiles intelligents comme matériaux pour un environnement de vie durable appliqué donc à la question du corps et à l'espace. Et la prochaine édition donc sera en partenariat avec l'ENSAD, l'école de Paris, sur un programme de recherche sur les biotextiles au Svenska Institute, et c'est organisé par l'Université de Boras et l'ENSAD. Voilà, donc c'était de nombreuses recherches en cours. Vous aurez sans doute des questions à poser en seconde partie. Je laisserai mes professeurs y répondre. Je les aiderai si c'est possible. Merci de votre écoute. Merci Juliette, ça nous ouvre beaucoup d'horizons et de perspectives et je suis sûre que les gens vont déjà poser pas mal de questions, donc n'oubliez pas, vous avez l'espace questions-réponses. Mais après donc les projets de fondation et après toutes ces perspectives de recherche, je vous propose maintenant qu'on écoute Lisa Gauthier qui va nous parler en fait de la mise en œuvre au niveau passage à l'acte entrepreneurial. Merci, je vais présenter mon écran. Voilà, donc merci de m'avoir invité à cet événement. Donc, je vais présenter Hack Your Closet. C'est une start-up que j'ai fondée avec ma cofondatrice en 2019. Aujourd'hui, on est une start-up qui est disponible en Suède et en France. On est un service qui vous permet en fait d'emprunter des vêtements. Alors, attendez. Oh. J'arrive à... changer les slides. Okay. Voilà. Donc les premières questions quand on a créé Hack Your Closet, c'était pourquoi est-ce qu'on a besoin d'acheter quand on peut emprunter? Et donc, l'idée, c'était de créer des garde-robes collaboratives à travers l'Europe où, en fait, on peut, en tant que cliente, recevoir une box de vêtements qui sont sélectionnés pour vous.
et de pouvoir les utiliser et en profiter pendant 4 semaines avant de les retourner, d'en recevoir d'autres. La raison pour laquelle on voulait faire ça, c'était pour en fait pouvoir étendre la vie et les cycles de vie de chaque produit. Ce qui nous rend unique aujourd'hui, c'est que tous les produits qu'on utilise sont issus du gaspillage, c'est-à-dire que ça va être de la seconde main, de l'invendu ou des produits qu'on appelle dead stock. Et donc, on travaille en collaboration avec les marques et aussi les entreprises à but non lucratif pour en fait récupérer ces produits et les faire circuler chez nos clientes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est invendu a beaucoup changé, qu'il y a des produits de bonne qualité avec les marques qui travaillent de plus en plus sur des designs timeless. On a la possibilité en fait de réinjecter ces produits dans les garde-robes des clientes. On a différentes chiffres, je crois, mais ce qu'on a pu se retrouver aujourd'hui, c'est qu'en Europe, on gaspille plus de 2 millions de tonnes de vêtements qui sont soit brûlés, soit qui finissent dans les landfills, je ne sais même pas comment on dit en français. Et donc, notre service propose en fait la sélection de ces produits pour vous. Nos clientes créent un profil qui leur demande de partager leurs préférences vestimentaires. Elles sont ensuite matchées avec une styliste qui va leur sélectionner 4 à 5 produits par mois. Tout est inclus, donc l'inspection, le nettoyage des vêtements entre les différents cycles et la distribution. Et en fait, initialement, on regardait un peu l'industrie de la seconde main et on se disait qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui n'osaient pas en fait adopter des nouvelles manières d'acheter des vêtements pour des simples raisons comme la confiance. Quand on achète en ligne sur de la seconde main, on ne sait jamais vraiment d'où les vêtements sont, s'ils vont arriver en bon état, s'ils vont avoir une tache qu'on n'a pas vue sur la photo, mais que ce soit en ligne ou hors ligne, il y a toujours un peu des barrières qui sont assez hautes pour adopter en fait des alternatives quand il s'agit de la consommation de vêtements. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on s'occupe de tout? On les sélectionne pour vous, on les nettoie, on les inspecte, on maintient en fait votre garde-robe à distance et on utilise en fait ce système-là pour faire que les vêtements qui sont normalement gaspillés puissent en fait avoir une première chance ou une deuxième chance dans nos garde-robes. Donc, Hug Your Closet en 2020, c'est 13 000 box qui ont été envoyées en Suède, 18 000 pièces qu'on a secourues et 52 000 cycles qu'on a créés grâce à ces vêtements-là et grâce à notre technologie en fait qui utilise la collection de données pour faire circuler ces vêtements-là et en fait les injecter dans la garde-robe des consommatrices. En 2021, avec les partenariats qu'on a, on est sur l'ouverture du marché français. On est sur 61 000 box envoyées. On a prévu de secourir 52 000 pièces de vêtements et de créer plus de 247 000 cycles pour chacune de ces pièces. Cette présentation et ces deux chiffres sont assez importants parce que 8, c'est le nombre de fois en fait qu'on utilise un vêtement de manière traditionnelle. Donc, si aujourd'hui je vais dans une boutique acheter un vêtement, je vais l'utiliser en moyenne 8 fois. Avec notre service, nos vêtements ou les pièces ou les articles qu'on circule vont être utilisés plus de 48 fois. Donc, cela permet de neutraliser complètement en fait l'impact que leur production a eu. Parce que il faut se rappeler que c'est des pièces qui ont des fois jamais vu le jour et qui ont été produits et donc qui ont émis en moyenne 11 kg de CO2 et donc on essaye de neutraliser. Et donc on a 2 missions qui sont importantes. La première, c'est de réduire les stocks existants parce qu'on sait que surtout après cette année de pandémie, il y a énormément d'invendus et on veut vraiment travailler en collaboration avec les marques pour réduire ces volumes, mais aussi créer une collaboration et montrer qu'on peut ensemble se diriger dans la bonne direction et créer en fait une industrie beaucoup plus durable pour les marques, pour les consommateurs et pour l'environnement en général. Et la deuxième mission qu'on a, c'est grâce à la collection de données et nos technologies qu'on utilise, c'est de prévenir en fait le gaspillage complètement
en travaillant justement avec les marques, en utilisant leur expertise et en utilisant notre rapidité pour collecter des données sur les clientes, sur leurs préférences vestimentaires, sur la performance des vêtements et en fait partager ces données pour réduire au long terme le gaspillage. Voilà. Donc ça, c'est Hack Your Closet. Merci Lisa. Je pense que ça intéressera sûrement beaucoup de personnes et fera se poser beaucoup de questions. Je vous propose tout de suite d'aborder encore un quatrième point de vue. C'était quelqu'un qui avait souhaité intervenir suite à son inscription. Donc, je donne la parole tout de suite à Maria de VEA. Merci de m'accueillir ce soir. Et bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Donc, je m'appelle Maria et je viens d'une petite NGO qui s'appelle Vetenskap i allmänhet, VA, Science et la public. Et en attendant. Et nous sommes aussi membres d'un projet européen qui s'appelle All Things Bio Pro. Mais en commencer, donc nous sommes une petite ONG, un réseau de 100 membres et nous sommes fondés en 2002. Et notre but, c'est d'encourager le dialogue et l'échange entre le public et les chercheurs. Donc, on ne ferons pas de recherches nous-mêmes, hein, mais nous sommes le nœud national ici en Suède des connaissances pour l'engagement du public et la communication scientifique. Nous ferons des études et des enquêtes et aussi beaucoup d'activités pour essayer des nouveaux formats pour le dialogue et on fait aussi beaucoup de conseils politiques. Mais je vais parler ce soir, c'est de nos collaborations internationales. Donc, nous sommes membres de 7 projets européens pour l'instant. Un de ceux-là, c'est le All Things Bio Pro, où on va créer un jeu éducatif pour une bioéconomie circulaire. Donc, la bioéconomie décrit tout ce que nous produisons à partir de ressources biologiques et renouvelables. Et ce que nous voudrons faire, de créer une bioéconomie circulaire durable qui contribue à réduire notre impact sur l'environnement. Et donc, dans ce projet, nous développons un jeu éducatif et pour aider les gens à envisager un mode de vie plus durable grâce à la bioéconomie circulaire. Et en outre, nous développons aussi une application mobile pour recueillir les préférences et les opinions des consommateurs sur les produits biosources. Et cet consortium de All Things Bio Pro consiste de 12 partenaires qui viennent de différents pays, de l'Allemagne, les Pays-Bas, Italie, Belgique, Estonie et la Suède, malheureusement pas la France. Mais il constitue aussi un partenariat multidisciplinaire et compte pour relever les défis posés par les objectifs du projet. Et ce projet est en cours de 2020 jusqu'en 2022. Mais dans ce projet, nous utilisons donc le jeu sérieux éducatif en ligne. Et nous voulons aussi canaliser la voix des citoyens vers les industries biologiques. Donc, le jeu aura 4 domaines d'intérêt principaux: emploi et carrière, emballage alimentaire, mode textile durable, jeunesse et l'école. Et notre rôle de VA Sciences et Publiques, c'est de développer la partie consacrée à la mode textile durable. Et ce printemps, nous aurons 2 groupes de discussion et 2 ateliers de co-création. Et ceux-ci sont ouverts à toute personne pour y participer, donc l'expert en bioéconomie, passionné de mode, jouer plus encore. Et nous voulons de nombreux participants différents. Et si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter après ce webinaire.
Parce que dans ce projet, nous voulons entendre ce que vous pensez de la bioéconomie, de le mode futur et durabilité. Et notre objectif, c'est de recueillir les opinions, les pensées et toutes vos réflexions. Et surtout dans les différents groupes que vous avez parlé. Et nous allons aussi entendre parler de différentes attitudes, l'attitude à l'égard de la bioéconomie et aussi des produits. Ici, cela vous intéresse, vous pouvez me contacter ou ma collègue Lotta et nous allons vous envoyer une invitation. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, nous sommes arrivés au bout des présentations et il y a un certain nombre de questions qui se posent. Alors, je vais peut-être tout de suite me faire l'écho de la première où, en fait, il y a quelque chose qui interpelle beaucoup, c'est la notion de textile intelligent. Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que c'est qu'un textile intelligent? Voilà. Qui veut répondre entre Delia, Clemens? The question is, what is an intelligent textile? Yeah, I can answer. Actually, I wrote the answer in English. Maybe Juliette, you can read it if I send it to the whole group. Do you see the answer? Yeah, if I can say, do you see the answer? We don't hear you, Juliette. Vous m'entendez? Oui. Donc, la réponse de Delia, donc c'est un textile qui peut changer de couleur, de forme, qui peut s'allumer, qui peut devenir une source lumineuse, par exemple, en temps réel. Elle donne comme exemple un textile imprimé avec une encre thermochromique et donc qui va être capable de changer de couleur, de passer du rouge au orange par rapport à une température que va recevoir la surface. Ou alors, ça peut être aussi un textile qui va répondre à un stimuli extérieur qui, par exemple, peut être fabriqué à partir d'un fil conducteur ou avec des senseurs qui sont capables d'être contrôlés et voilà. Et donc d'agir sur la forme du textile. Est-ce qu'on a bien répondu à la question? Je pense que vous avez répondu partiellement. Je crois que sur la notion d'intelligence, on pourrait bien sûr dialoguer très longtemps parce que là, c'est une approche, une intelligence qui va avoir plus un effet artistique, mais on pourrait évidemment penser à d'autres applications, peut-être en lien avec la santé ou autre. Donc voilà, ça ouvre là encore de nombreuses perspectives, je crois, selon ce qu'on fait. Alors peut-être que vous avez aussi des projets ou d'autres exemples qui pourraient donner aux personnes un peu plus élargir l'éventail en fait des exemples. I mean, they can be used in different ways. They can be used in architecture, for example, to transmit, to change because of the external or internal conditions. They can also be used for the body, as you mentioned, like in health, for monitoring one's health. So this is more like the domain in which they can be used. But what is very important for them is the idea of changeability, of transformability, of sensitivity, but also they can be programmed to change in different ways. So it's a character that can be controlled by the designer. D'accord, donc c'est effectivement une piste, enfin de nombreuses pistes qui, si je me fais un petit peu l'écho, qui utilisent le fait qu'on puisse mesurer des choses au niveau du corps et transformer le vêtement à des fins diverses en fait.
Une autre question qui s'adresse plutôt à Lisa, en fait, parce que bien sûr, cette notion de plus utiliser les vêtements, de les faire cycler, c'est quelque chose, bien sûr, qui nous interpelle, mais à la fin, vous dites, on compense complètement l'empreinte carbone de la fabrication, mais on se pose aussi la question, le fait de laver les vêtements, le fait de les envoyer, de les renvoyer, ça a aussi une empreinte carbone. Alors, est-ce que quand vous faites votre calcul de compensation, vous en tenez compte de toutes ces allers-retours et toutes ces actions supplémentaires? Voilà, je crois que c'est la première question enfin, je me fais l'écho de cette question qui vient à l'esprit de beaucoup. Oui, quand j'ai commencé Hacker Closet, c'était très important pour nous que chaque partie des opérations, chaque partie de notre service ou de l'entreprise qu'on a créée soit durable. Donc aujourd'hui, il faut savoir que en fait, 75% de l'impact qui est créé chez les vêtements, c'est au niveau de la production. Et que la distribution, en fait, c'est une partie qui est extrêmement faible. Et c'est vrai que la plupart des gens ont l'impression qu'en fait, la distribution et le fait de les transports, c'est quelque chose qui, en fait, apporte beaucoup d'impact, mais la chose la plus importante, c'est en fait la production. Et donc, nous, on travaille au niveau de la production. C'est-à-dire vu qu'on n'utilise que des vêtements qui, de toute façon, sont destinés au gaspillage, en fait, c'est comme si on utilisait des vêtements qui, de toute façon, ont déjà émis du CO2 dans l'atmosphère et que soit on les utilise et on peut un peu neutraliser, c'est-à-dire qu'on a une alternative à une consommation traditionnelle, ou on les laisse et dans ce cas-là, ils auraient été produits pour rien. Et donc, pour nous, c'est très important de regarder ça. Et aussi, on choisit nos partenaires de distribution en fonction de leur stratégie quand il s'agit de leur impact. C'est-à-dire que tous nos distributeurs compensent pour la logistique ou utilisent des véhicules électriques. Et ensuite, pour répondre au nettoyage, il faut savoir que nous, on est sur des machines qui sont industrielles et qui, en fait, qui tournent toujours à plein. En tant qu'usager, on a tendance à avoir des machines qui soient pas forcément optimales quand il s'agit de laver les vêtements. On utilise aussi des produits et de la poudre, des poudres qui sont spécifiques pour vraiment rentrer dans la démarche et être sûr que ces vêtements vont pouvoir être utilisés le plus longtemps possible. Donc, on est sur toute la ligne d'opération, sur toute l'exécution qu'on a sur Hacker Closet, on a vraiment pensé à chaque étape et être sûr qu'en fait, on ait un impact qui soit plus positif qu'un comportement traditionnel en tant que personne. Je ne sais pas si ça est clair. Voilà. Si, bien sûr, ça apporte bien sûr des éléments de réponse. J'imagine qu'une des questions aussi qu'on peut se poser face à votre projet, donc là, ce sont des invendus, des choses qui ne sont même pas allées dans les rayons. Est-ce que vous avez imaginé développer ça de particulier à particulier, je m'exprime peut-être mal, mais voilà, j'ai plein de vêtements que je ne mets plus dans mon armoire. Est-ce que ce serait une autre façon de les recycler? C'est exactement sur lesquels type de démarche qu'on est. Donc, on travaille vraiment sur fermer la boucle, en fait. Et donc, là, aujourd'hui, comme je disais pendant la présentation, pour nous, c'est important de s'occuper des stocks existants et des stocks qui ont des volumes, en fait, qui sont importants. Parce que nous, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un impact qui soit à une échelle européenne ou mondiale. Et c'est pour ça qu'en fait, on travaille en exclusivité avec des grandes marques, parce qu'on sait que les volumes sont là et qu'en fait, on va avoir un plus grand impact en travaillant avec eux, en connaissant leur expertise et en travaillant en collaboration, que si en fait, on travaille à l'échelle de particuliers. Après, ça ne veut pas dire que sur notre développement, on ne va pas à un moment trouver en fait une opportunité au niveau des consommateurs de dire voilà, en fait, si vous nous envoyez votre garde-robe et qu'on commence à la circuler, en fait, on ferme la boucle complètement. Mais ça rentre dans un deuxième temps quand on parle de prévenir, en fait, de prévenir le gaspillage. Et aujourd'hui, on travaille vraiment en exclusivité avec les marques qui sont dans la même démarche que nous et qui veulent vraiment faire changer l'industrie.
Ouais, je peux répondre. Oui, avec le micro, ça va mieux. Alors, attendez. Oui, pour compléter, voilà, la question, c'était avec le Covid, est-ce que certains ont renoncé à recevoir des box? Il y avait une question avant. Je sais pas. Ok, on va commencer puis, par ça. le concept, voilà. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus de clients durant la pandémie parce que y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qu'en fait, on est quand même sur une démarche où on a cette notion de découverte et qui est assez agréable pour nos clientes. On a des clients de 13 ans jusqu'à plus de 70 ans en fait qui ne peuvent pas sortir de chez eux et en fait, on est sur vraiment une démarche. Enfin, notre système d'inspection des vêtements et de nettoyage est beaucoup plus minutieux que même moi quand je nettoie mes propres vêtements. Et on essaie vraiment de créer cette confiance avec nos clients pour leur dire, voilà, nous, on est vraiment c'est comme ça qu'on nettoie les vêtements, on est hyper minutieux sur cette démarche-là. Et en fait, on est plutôt une alternative que quelque chose qui, en fait, parce que du coup, il y a beaucoup en Suède ou en France, il y a beaucoup de gens qui ont vu là aussi leur pouvoir d'achat diminuer. Nous, on propose quelque chose de différent qui vous permet d'avoir une consommation plus durable et qui est aussi, en fait, d'une part, fun, comme on dirait. Enfin, c'est de recevoir cette boîte tous les mois, de pouvoir tester de nouvelles choses dans l'intimité de sa maison et de vraiment faire partie de notre mission. En fait, c'est quelque chose qui est plus intéressant pour notre cliente et qui pose pas vraiment de problème quand il s'agit de la pandémie et des questions qu'ils peuvent avoir sur l'hygiène en fait des vêtements. Alors, une autre question, ou plutôt une remarque, c'est bien sûr sur le fait que ce serait aussi aux consommateurs de changer ses habitudes de consommation et de ne plus céder à des envies compulsives et d'acheter de façon beaucoup plus raisonnée, voire raisonnable. Il y a une autre question qui s'adresserait plutôt à Sarah, en fait, par rapport à la fondation H&M, et savoir quels sont les critères au niveau sélection, qu'est-ce que vous considérez comme innovant? Vous avez donné des exemples de lauréats, mais qu'est-ce que vous privilégiez? La durabilité, les matériaux, la connectivité des projets. Enfin voilà, peut-être qu'on aimerait en savoir un petit peu plus sur votre façon de les sélectionner ou de les choisir. Oui, très bonne question et je pense que je vois aussi le lien avec la question précédente où on dit est-ce qu'on doit changer nos habitudes de consommation ou quelque part on pense aussi que la mode c'est une manière de s'exprimer et aussi juste faut s'habiller. Donc je pense qu'on peut pas mettre l'industrie ne peut pas mettre la responsabilité sur les clients, sur les consommateurs, sur les utilisateurs de dire de changer les manières. C'est aussi à nous de changer l'industrie pour que ce soit adapté, pour qu'on puisse continuer, comme avec l'exemple de Lisa, d'avoir cette petite excitation qui peut apporter la mode d'une autre manière, faite d'une autre manière. Donc, en fait, ce qui fait que pour nous, comme vous dites, c'est pas besoin d'être une matière, ça peut être un process, ça peut être une technologie qui va ensuite aider, par exemple, là, je veux passer un peu en franglais, la traceability, la transparence et la traceability. Donc, on a aussi des technologies qui sont plus proches du blockchain ou des produits connectés, on va dire, où on peut suivre en fait d'où viennent les ressources naturelles. Donc, nous, les critères, ils sont en fait de faire en sorte que c'est une innovation qui nous aide à accélérer l'aboutissement des SDG, des objectifs de développement durable.
Donc, après, nous sommes ouverts. Après, il y a vraiment une liste des critères bien spécifiques et que je préfère de limite de vous envoyer un lien pour que ça soit… Moi, je suis assez nouvelle aussi dans mon rôle à la Fondation, donc je préfère que ça soit… que je ne dise pas de bêtises. Mais après, il y a une autre limitation que j'ai vaguement touchée dans ma présentation, c'est que c'est que des jeunes. Nous, on est aussi un ONG. Donc, on ne peut pas fonder, en fait, on ne peut pas donner de l'argent à des entreprises qui sont trop développées. Donc, c'est vraiment l'innovation à son tout jeune stade où nous, on peut donner donc de l'argent qui permet à ces petites entreprises, parfois c'est juste un projet d'une université ou c'est pas encore vraiment une entreprise en fait. Il faut que ça reste privé au moment où on fasse le concours avec nous. Donc, il y a vraiment cette limitation dans le temps, dans la maturité. Mais après, en ce qui concerne les solutions, ça peut être autant de la matière que des process. Donc, j'espère que c'était… Tout à fait, merci. Alors, peut-être parce que le temps passe en bonne compagnie, peut-être une dernière question pour Juliette, mais qui la relie auprès de Delia et de Clémence. Parmi tous les projets qui sont présentés, est-ce que vous pourriez nous dire ceux qui peut-être ou mettre l'accent sur ceux qui sont éventuellement en lien avec la France dans tout ce que vous avez fait? S'il y en a, bien sûr. Maybe Juliette, you can translate for Clemens. Yeah. The question was, have you some projects with France or French institutions? If you have, which are they? Currently, we don't have any active project in that sense, but we're part of an IFTI organization, which is an international foundation for fashion institutions, where we have a long-standing relationship with IFM. So this is in education and different research projects. So it's colleagues that we've been working with in the years before. So us and IFM is part of the same network where we meet regularly and interact and also develop projects, but there's not any specific project in that sense for the moment. D'accord, donc merci. Des projets à venir finalement et en maturation à travers les travaux qu'on peut avoir en réseau. Donc, bien sûr. Il y a aussi un programme d'échange pour les bachelors et les masters qui accueillent régulièrement des étudiants français. Oui. Et puis, j'imagine aussi que ça va sans doute aussi donner, vos étudiants le savent, mais des idées, des perspectives de création d'entreprises ou de projets. Donc, voilà, c'est important. Et peut-être qu'il y aura des partenariats franco-suédois qui naîtront à travers ça. Voilà, mais écoutez, comme le temps est écoulé, un grand merci à vous tous, à tous les intervenants pour tous ces projets très inspirants que vous nous avez présentés. Je pense qu'il y aura peut-être des éditions futures d'événements sur cette thématique-là. Avant de vous quitter, quelques mots sur le prochain webinaire qu'organisera l'Institut français. Il aura lieu le 18 mars à 16h30. Dans le cadre de la Journée de la francophonie 2021, les représentations des pays membres de la francophonie en Suède organisent en partenariat avec la Folkuniversitetet une conférence biodiversité et santé. Alors normalement, le lien d'inscription vient d'apparaître ou va apparaître dans le chat. Et voilà, c'est fait, il est actif, donc vous pouvez l'utiliser tout de suite. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.